on fait face à des taux de chômage très élevés et des niveaux de pauvreté qui sont devenus bien pires à travers le Canada. Et pour être franche, très peu dans ce budget le plus récent aura un effet sur ces réalités existantes. Pour moi, la partie centrale, le budget de hier n'aborde pas le changement fondamental qui doit avoir lieu au Canada pour démanteler l'impact du racisme systémique. Les engagements autour de la lutte contre le racisme dans le budget de hier ont été très limités, selon moi faibles, et ne répondent pas aux promesses que le gouvernement a faites pendant les 2 dernières années pour réagir au racisme de façon efficace. Je veux parler de 3 domaines. D'abord, Color of Poverty, on a travaillé là-dessus pendant les 15 dernières années, l'équité salariale, et on veut accueillir 1,9 million de dollars pour compléter cette révision concernant l'équité, mais ce n'est pas suffisant. La brèche entre les genres, l'accès à l'assurance emploi et la discrimination continue dans la main-d'œuvre continuent à travailler ensemble pour créer de mauvais résultats dans le marché pour les femmes racialisées. Elles sont payées moins, elles sont embauchées pour travailler dans des travaux précaires et elles composent une ample composante des travailleurs à salaire faible. Nous devons renforcer le schéma d'équité dans l'emploi, y compris l'application de la loi. Et la vérité est qu'on ne peut pas avoir d'équité dans l'emploi quand on n'applique pas le schéma. Quelle est l'idée? On voulait voir dans le budget des ressources claires et ciblées pour ce schéma et pour qu'il soit appliqué. Côté racisme, le budget a abordé, oui, la lutte contre la haine, mais la réalité est que le Canada continue à échouer par rapport à ses promesses et ses platitudes concernant le racisme. Nous avons vu pendant les dernières années à travers la COVID l'effet du racisme systémique sur la santé, l'éducation, le revenu, le logement et l'accès à la justice pour les femmes autochtones, racialisées et autochtones, surtout les femmes racialisées. Ce que Color of Poverty veut et des lois pour faire le travail qui doit être fait et aussi tout un secrétariat de lutte contre le racisme avec un budget pour commencer un plan d'action national contre le racisme. C'est une promesse que le Canada a fait il y a plus de 20 ans. On a passé par plus de 20 cycles de budget sans aborder cette promesse. Nous demandons aussi d'ajouter des obligations consistantes d'équité dans l'emploi à la relance économique, à l'investissement dans l'infrastructure et au transfert. Et vous entendrez beaucoup d'entre nous que cette analyse GBA+ manque de réalité du point de vue de ce budget. Ce plus est quelque chose de quoi nous parlons beaucoup dans l'ACS+, et ce n'est pas mis en œuvre. Dans l'immigration, le budget a fourni beaucoup de financement à IRCC, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, pour gérer les arriérés et pour faire quelque chose avec la situation de traitement de temps d'attente du point de vue de l'immigration. Ce que cela veut dire pour les familles racialisées, c'est qu'elles attendent, ça fait des années, pour se regrouper avec leur famille et pour fuir, par exemple, d'un partenaire qui les abuse. Mais la vérité est que le budgeting pour traiter l'immigration, les dossiers d'immigration n'affecte pas le système raciste qui est conçu pour que les communautés racialisées continuent à être vulnérables à l'exploitation au Canada. Pendant trop longtemps, on a profité du travail des travailleurs migrants. On a profité de pousser les gens à devenir des personnes illégales, à travailler de façon illégale. On a profité de ne pas reconnaître et de ne pas donner de la sécurité côté immigration. Et malgré la contribution de ces personnes, non seulement à l'économie, mais à nos communautés aussi. Je pense qu'une analyse ACS+ exige la création
d'une mesure adéquate pour aborder le racisme et la réalité de créer un programme qui peut régulariser la situation des Canadiens qui sont ici sans situation et dans une situation d'immigration précaire. Cela est le plus efficace par rapport au coût pour aborder cet enjeu. Cela aurait un impact sur les arriérés en immigration. Ça permettrait aux personnes d'avoir des soutiens et cela signaliserait la promesse du Canada d'attaquer le racisme dans le système d'immigration. Je veux terminer par dire la chose suivante. Vous savez que je reconnais qu'il existe des annonces dans ce budget qui pourraient trouver leur voie vers un peu de soutien pour les communautés racialisées avec lesquelles je travaille. Mais la réalité est que cela n'aborde pas l'effet toujours croissant du racisme systémique. On a toutes ces platitudes du gouvernement qui reconnaît, entre guillemets, que l'on a eu des effets sur les communautés racialisées, mais en fait, ils se sont éloignés d'améliorer les vies de ces communautés de façon significative. Merci. Merci beaucoup, Shalina. Quel bon départ, tout le monde. Vraiment, vraiment décevant d'entendre tout cela. Maintenant, nous allons passer à Tamsin Fitzgerald, qui est des femmes Michif Otipemisiwak. Bienvenue, Tamsin. Bonjour à tout le monde. Je vais parler de façon courte. C'est un budget avec 500 pages de moins que les autres et on le remarque. Et on n'a pas plus de 190 millions de dollars en 5 ans pour les communautés Métis. On ne mentionne les Métis que 3 fois. Donc, on manque de choses pour nous dans le document. Généralement, on se concentre plus aux enjeux de Premières Nations, les avis d'ébullition de l'eau, par exemple, mais on a besoin d'une approche plus équilibrée et prenant en compte les Métis, les femmes et les personnes diverses par rapport au genre. Les femmes autochtones ne sont mentionnées que par rapport à la crise des filles et femmes assassinées et disparues. Cela a absolument besoin de financement et de ressources, mais les femmes autochtones sont beaucoup plus que la crise des femmes et des filles disparues et assassinées. Elles contribuent à la société, elles sont des entrepreneurs, elles poursuivent leur éducation et je ne vois rien de cela reflété dans ce projet, plutôt budget, et cela est décevant. On remarque le legs des pensionnats. On parle d'aspects importants de ce sujet-là et cela est bon. J'ai été surprise de voir qu'on ne mentionne pas le principe de Joyce Ashwan, dont la mort a eu lieu à cause de professionnels de soins de santé racistes au Québec. Donc, on ne parle pas de l'accès aux soins de santé pour les femmes autochtones. On internalise encore le budget ici, chez les femmes Michif. On aura des choses plus officielles dans les jours à venir. Donc, restez à l'écoute. Mais voici mes commentaires initiaux. On ne parle des femmes autochtones que au sein des FFADA et on est un peu déçus. Merci. Merci beaucoup, Tamsin. Excellent point, vraiment. Tous tes points sont excellents. Je commence à reconnaître des tendances d'une oratrice à une autre. Maintenant, on écoutera Emily Coyle qui est avec l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry. Je te prie, Emily. Merci beaucoup. Diana, comme vous le savez, l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry est propulsée par les membres. On a donc 24 membres qui sont situés à travers le pays. Et nous travaillons, et les gens dans notre réseau, nos collaborateurs et partenaires travaillent avec des gens qui ont été opprimés par des systèmes
multiples l'un sur l'autre. Et donc, quand on regarde les budgets qui ont fréquemment des silos, on le voit de façon générale et nous voulons nous assurer que les gens avec lesquels nous travaillons, qui tombent par tous les trous des réseaux qui ont été créés, soient abordés dans les budgets qui sont publiés. Donc, nous travaillons avec un spectre d'intervention et généralement, quand je regarde les budgets, je m'assure de regarder ce que l'on est en train de présenter du point de vue de soutien en amont, du point de vue de soutien pour les gens qui sont au milieu du courant ou qui passent par le système juridique. Après cela, on voit les soutiens concernant l'emprisonnement aussi, et cela reflète le soutien en amont aussi, je suppose, mais avec le stigmate ajouté de criminalisation, ce qui rend les choses plus difficiles pour que les gens puissent avoir accès aux services. Donc, je veux m'assurer qu'on regarde tous les déterminants sociaux de la santé, le logement, l'emploi, les soins de garde pour les enfants, un revenu de base. Et quand on regarde tout cela, oui, comme tu l'as dit, Diana, plus tôt aujourd'hui, c'est le budget, un budget avec de petites victoires. Peut-être je te cite mal, mais peut-être on a de petits points où l'on peut dire, bon, on peut pointer à cela et dire que cela est bon. Et avant la publication de ce budget, un de nos partenaires, quelques partenaires, 26 d'entre eux ont signé une demande pour un financement de base pour notre organisme parce qu'on est frustré constamment. On donne des programmes qui nécessitent de financement de façon annuelle. Et on n'a pas de financement stable pour notre travail. Et certainement, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu dans ce budget, malheureusement. Une autre chose qui nous inquiète, bien évidemment, et que beaucoup de gens avec lesquels nous travaillons, quoique les dollars pour le logement sont importants, beaucoup de gens avec lesquels nous travaillons sont des locataires. Et le soutien pour les locataires n'a pas été mentionné spécifiquement. En ce moment, le louer est extrêmement élevé à travers le pays. Un exemple est que l'une de nos sections locales on lui a demandé d'apporter une tente à l'audience de liberté sous caution. C'était la seule possibilité. Donc, les gens choisissent seulement entre la prison et la détention provisoire. C'est terrible. Et comme je l'ai dit, l'argent pour le logement est toujours bienvenu, mais l'on veut que le financement soit disponible pour tout le monde. Et pour notre réseau qui travaille spécifiquement avec les femmes criminalisées, on a des difficultés à obtenir du financement, surtout pour les communautés rurales et septentrionales. On a de l'argent là, mais on veut s'assurer que ça arrive aux mains correctes. Par rapport aux initiatives climatiques autochtones, on mentionne les femmes et les personnes diverses par rapport au genre, mais cela doit aller main en main avec ne pas utiliser des mesures punitives pour les défenseuses d'eau qui sont en train d'être criminalisées parce qu'elles sont en train de le faire en ce moment. Je sais que d'autres vont parler du plan d'action national par rapport à la violence de genre et dans notre travail de victime et de celui qui cause le délit ne sont pas bien alignés. Donc, de façon surpassante, le travail que nous faisons avec des gens qui ont été dédommagés eux-mêmes et continuent à subir des prisons, par exemple, ne sont pas dans ces conversations. Donc, je veux m'assurer et notre voix a été présente dans la présentation du plan d'action national, dont je veux toujours rappeler aux gens cette situation. Nous travaillons beaucoup avec les personnes non-binaires, trans et bispirituelles. Je ne veux pas trop dire là-dessus, mais je veux seulement vous raconter qu'on aura une autre allocution par rapport au budget de 2022. On aura une allocution de directeur exécutif de deux différentes entités qui vont en parler. Et finalement, il y a de petites composantes cachées dans ce budget qui pourraient ne pas être d'intérêt aux autres, mais on est très intéressé à cela nous-mêmes. Récemment, cette année, je suppose l'année dernière, on a pris une décision aux tribunaux de la Nouvelle-Écosse par rapport au confinement solitaire où l'on met les gens dans une cellule qui n'a pas
d'eau courante ni d'électricité pour retirer des contrebandes soupçonnées de leur corps. Et en Nouvelle-Écosse, on a soupçonné d'avoir une femme avec de la contrebande dans son vagin et elle a gagné sa cause parce que c'était impossible de déterminer le temps que ça prendrait pour que quelqu'un tire quelque chose ou retire quelque chose de son vagin. Et on a dit qu'on allait faire une modification par rapport aux gens qui sont soupçonnés d'avoir de la contrebande dans leur vagin. Et cela n'est pas connecté forcément au budget, mais c'est intéressant qu'on l'a mis là-dedans. On a de l'argent pour les réactions à la COVID-19 dans les prisons. C'est formidable. On veut se débarrasser des confinements qui ont été vraiment une torture pour les personnes dans les prisons. Et il y a finalement du soutien accru pour l'assistance juridique. Et on a dit qu'on voulait taxer cet argent pour les personnes autochtones, noires et d'autres personnes qui n'obtiennent pas fréquemment accès à du soutien juridique. Donc, je vais le laisser là. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Je vous remercie beaucoup. Super, merci beaucoup, Émilie. C'est incroyable d'entendre qu'on vient d'avoir trois oratrices qui renforcent vraiment le plus dans ACS+. Et si on aurait parlé davantage avec elle, on l'aurait fait. Maintenant, nous allons écouter Catherine Scott du Centre canadien de politique alternative. Vas-y, Catherine. Merci, Diana. Je suis tout à fait d'accord. C'est des réactions qui nous font penser beaucoup. Et merci beaucoup aux organisatrices. Quel plaisir d'être ici ce matin dans ce groupe d'experts. Et je voudrais passer mes minutes à parler de la conversation de politique publique et le rôle du gouvernement ou de n'importe quel niveau de gouvernement quand on essaie d'aller au-delà de la pandémie, sans succès jusqu'à présent, il est vrai. On a vu pendant des mois qu'on veut réduire la dépense du gouvernement pour réimposer l'austérité, la suggestion étant que l'on a un accord entre les libéraux et les NPD et qu'on n'aura plus de pénurie. On a eu beaucoup d'articles la semaine dernière qui ont parlé du secteur financier et la ministre de Finances, dans notre conversation pendant la Journée nationale des femmes, a été claire. Elle voulait réduire les attentes par rapport à ce budget en particulier. Et vous savez, Shalini, Emily et Tamsin en ont parlé. Elle a vraiment fait cela. C'est un budget plus mince du point de vue de contenu reçu et c'est un changement important où on a vu plus de réduction dans les dépenses qu'attendu et ceci en fait dans le contexte où on a vu des revenus plus élevés par exemple, dans le dernier trimestre et des prix plus élevés. Le budget n'alloue que 31 milliards de dollars en nouvelles dépenses sur 5 ans et ce n'est qu'une fraction du total de l'année dernière. Et même Kevin Page dans le Globe a fait un commentaire par où ce n'est pas un budget de grandes dépenses et certainement comparé par rapport à la taille de notre économie ou notre capacité fiscale actuelle ou en comparaison à l'échelle du besoin. Alors, les investissements qui ont été annoncés hier vont assurer que les dépenses fédérales soient réduites de 2,47% PIB d'ici le 2026-2027, comme avant la pandémie. Et pour cette tâche, le gouvernement a aussi annoncé une révision de politique stratégique pour identifier des épargnes supplémentaires de 6 milliards de dollars dans les 6 années suivantes. Quand cela, je l'ai vu dans la révision du budget. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont âgés comme moi, dans les années 90, ce que cela voulait potentiellement dire, mais on verra ce qui va se passer. Alors, comme les gens l'ont certainement remarqué, le gouvernement a parlé de ses engagements avec l'accord avec le NPD, les soins dentaires, tous ces détails vont arriver.
mais on n'a pas parlé de trop des soins de longue durée ni de l'assurance médicaments, du régime d'assurance médicaments. On a parlé des arriérés en chirurgie, un argent pour les initiatives de santé mentale, 10 milliards pour le logement, on en entendra parler. Morna va parler de 625 millions pour l'infrastructure de soins de garderie, ce qui est essentiel, des fonds qui vont être nécessaires si on a l'occasion d'atteindre un programme universel. Le gouvernement s'est engagé à 273 millions pour les personnes handicapées dans l'emploi avec un fonds d'occasion. Et je sais que Lise va parler de l'allocation d'argent, 429 millions pour les provinces et territoires en ce qui concerne les programmes de violence de genre. Donc, espérons qu'on ait un lancement à un certain moment de ce siècle du plan d'action national. Tout cela est important comme investissement et ils font avancer des objectifs féministes clés, mais nous pensons au CCPA que le budget aurait pu aller plus loin, certainement pour les communautés à revenus faibles, parce qu'on n'a pas de répit pour ceux qui sont en train de subir les plus grandes augmentations dans le coût de vie. Et certainement par rapport à l'enjeu clé des communautés à revenus faibles, on a eu un certain argent pour, disons, la formation, des dollars d'assurance emploi, mais des changements majeurs comme on attendait pour les pigistes, une base minimum de revenus, sécuriser le rôle fédéral pour le financement du programme, rien de cela. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu aller plus loin avec les mesures de revenus. On a par exemple des taxes en dessus de 1 milliard de dollars. Pourquoi est-ce que ces mesures ne s'appliquent aux banques? Les autres 80% d'entreprises qui ont gagné plus de 1 milliard de dollars, par exemple le pétrole, les épiceries, ils ne vont pas voir une taxe de profit en excès. Le gouvernement aurait pu répondre à son engagement d'un minimum de 15% de taxes sur ceux qui sont le 1% supérieur de ceux qui gagnent de l'argent. Je pense que l'objectif de ce budget a été clairement de parler de rectitude fiscale et de ne pas développer des attentes après les années de la pandémie. Ne vous accoutumez pas à cela, à des programmes qui réduisent les choses de 10%. Donc, ce qui m'inquiète, est ce que cela veut dire par rapport à livrer un système de garderie universelle ou un plan qui maintiendra les femmes et filles autochtones en sécurité ou les pauvres éloignés de la pauvreté. Parce que nous savons qu'on a des élites financières qui veulent contenir ces ambitions. Donc, par rapport à la question, est-ce que c'est un budget féministe? Je dirais que non. L'année dernière, le genre a été mentionné 750 fois et cette fois, 18 fois seulement. On vient de dire que Métis est un mot qui n'est mentionné que 4 fois. Donc, je ne pense pas que l'égalité et l'inclusion sont des thèmes du budget. C'est plutôt un budget pivot. C'est une occasion ratée, mais c'est une invitation à ce que nous allions plus à profondeur et à ce qu'on pousse davantage. Et maintenant, je devrais demander à ma collègue de mettre sur l'écran quelque chose sur le budget publié hier. Merci beaucoup, Catherine, pour nous avoir donné une réponse très claire par rapport à la mesure dans laquelle le budget est féministe. Maintenant, nous avons Martha Jackman, qui est avec l'Association nationale Femmes et Droits. Vas-y, Martha. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices et j'apprécie beaucoup, nous apprécions beaucoup les présentations des autres présentatrices aussi. Je veux vous rappeler rapidement que l'article 15 de la Charte canadienne des droits et des libertés garantit aux femmes, surtout les femmes
qui font face à la pauvreté, racisme et d'autres barrières à l'égalité, une protection égale du droit. Et cet impératif constitutionnel s'applique à des politiques économiques, financières et sociales aussi. Et en particulier, ceci s'applique à la loi sur le budget. Donc, on veut s'assurer que le budget offre une protection égale et des avantages égaux aux femmes, et cela est une exigence constitutionnelle, non seulement un choix de politique qui peut être choisi un an et abandonné l'année suivante. Donc, il est certain que nous accueillons et félicitons l'engagement du budget de 2022 à toutes les mesures qui renforcent l'égalité des femmes, y compris les plans d'action d'égalité proposés dans le budget autour du racisme, LGBTQ2 et leur plan d'action, la Déclaration des Nations unies sur les droits des personnes autochtones et autres. Et en particulier, on a été certainement content de voir et on observera attentivement l'engagement du gouvernement pour assurer la diversité dans les nouveaux postes de la Cour supérieure qui ont été créés. Bien évidemment, la nomination de l'Ontario pour la Cour suprême du Canada que nous attendons. Mais on a été très déçus par la perte de la focalisation autour du genre sur le budget de 2022. Cela est un peu affaibli et d'autres présentatrices ont souligné des choses qui manquent dans le budget. On le répéterait, c'est très décevant de ne pas avoir un engagement côté financement aux soins de longue durée. Et la grande majorité des travailleurs et travailleuses dans les soins de longue durée sont des femmes et cela a un effet énorme sur les femmes au Canada. On a été déçus par le fait qu'il n'existe pas trop de mention à une réforme à l'assurance emploi, davantage de consultations par rapport aux pigistes, pas beaucoup sur une stratégie et encore moins de financement pour un revenu de base comme programme, et nous inviterions le gouvernement à voir le projet de loi S-233 qui demande une stratégie pour assurer un revenu de base garanti. Cela a à voir aussi avec le besoin de continuer le changement dans la culture militaire, mais encore une fois, on s'attend dans quelques semaines à ce que Louise Asbourg publie son rapport concernant les attaques sexuelles, le harcèlement et la discrimination dans les forces armées. On a un engagement par rapport à la modernisation du système juridique militaire, mais on n'a pas d'engagement financier annexé à cela. Et on a déjà entendu sur l'incapacité qu'a le système civil d'absorber la grande quantité de causes qui sont en fait transférées du système militaire au civil. Donc, on a besoin d'engagement, d'imputabilité et de financement autour de cela. Encore une fois, un engagement par rapport au financement autour du contrôle d'armes de feu. On mentionne un financement par rapport à la santé mentale et la toxicomanie, mais on s'attendait à des signaux par rapport à la décriminalisation de possession de drogue, ce qui est fiscalement responsable comme façon d'aborder la crise actuelle d'empoisonnement et de mort à cause des drogues. On veut augmenter le financement à l'assistance juridique et du financement pour les services d'immigration et de demande d'asile, mais encore une fois, un déficit continu par rapport au financement d'aide juridique civile qui est très important pour les femmes. On ne le trouve nulle part dans le budget. Émilie a mentionné le manque d'engagement à un financement de base pour les femmes dans d'autres organismes et l'imputabilité du gouvernement, mais ce avec quoi je voudrais terminer est le point que Catherine et le CCPA ont fait mi-années 90 au sein d'une révision de sécurité sociale où les femmes ont été consultées de façon active. Le gouvernement chrétien Martin
a apporté une série de programmes et coupures de financement majeurs qui ont terminé par démanteler les programmes sociaux et on habite avec cela encore aujourd'hui dans les domaines de logement, violence et pauvreté. Donc, quand le budget parle d'une révision de politique ou bien d'une réforme fiscale et des discussions et consultations là-dessus, nous avons absolument besoin d'être assurés de la reconnaissance du gouvernement fédéral par rapport à son obligation constitutionnelle à s'impliquer à n'importe quelle sorte de politique, planification, dépenses fiscales d'une façon qui soit tout à fait en conformité avec les droits et garanties d'égalité aux femmes qui se trouvent dans la charte. Autrement, on terminera dans une situation comme celle qu'on a eue dans les années 90 et c'est quelque chose que personne au Canada ne veut subir à nouveau. Heureux d'entretenir vos questions en suivi en français. And of course, we would welcome any follow-up media questions in English. Thanks very Et much. on accueille vos questions en anglais aussi. Merci beaucoup. Super. Merci, Martha. Beaucoup de points très intéressants. Maintenant, nous allons entendre Amar Nijawan, ma collègue d'Axfam Canada. Merci Diana et merci tout le monde pour l'analyse incroyable jusqu'à présent. J'apprends tellement de choses, je suis en train de prendre note. Je vais être courte. Tout a été déjà reflété dans ce que l'on a dit. Moi, je me sens tiède par rapport au budget. Je pense qu'on a d'autres investissements plus importants qui abordent les objectifs des femmes. On aurait pu aller beaucoup plus loin dans le budget du côté d'Oxfam, le travail décent pour les femmes au Canada et comment soutenir l'économie des soins. Je trouve intéressant que Madame la ministre Freeland a souligné que l'investissement dans le système de garderie était une politique importante du point de vue économique et que c'est important pour les femmes et pour qu'elles puissent atteindre de bons emplois. Mais parler de la libération des femmes après cela, je trouve que c'est exagéré, surtout quand les mesures pour soutenir les travailleurs de soins et les travailleuses racialisées dans le pays se sont concentrées à des emplois précaires et c'est minimal. Donc, je répète ce que d'autres participants ont dit. On a entendu beaucoup de rhétorique, mais pas tellement d'action comme ce que l'on veut voir. Quelques-unes des choses ont parlé des droits des travailleuses, davantage de soins de garderie, de l'argent pour soutenir de nouvelles occasions d'emploi, mais on s'est concentré à des travailleuses du courant moyen. On a parler de légiférer davantage de journées de congé maladie, mais par rapport au budget de l'année dernière, le gouvernement a dit que on a parlé auparavant de l'engagement des femmes à la relance économique, on a parlé de valoriser le travail des femmes et on l'a vu beaucoup dans ce que l'on avait dans le budget de l'année dernière. On s'est concentré aux femmes et le contrôle de cela, on ne peut pas vraiment le voir. Et ce qui a été intéressant est que plusieurs panélistes ont dit que oui, le genre a été absent du budget. L'énoncé de la diversité du genre était séparé du budget en soi, mais ce que l'énoncé de diversité par rapport au genre nous dit, c'est que les femmes, en fait, sont surtout dans l'économie du soin. L'énoncé de diversité par rapport au genre nous dit que les immigrants et les femmes de minorités visibles participent moins dans le marché du travail et les femmes handicapées aussi. Donc, quoique j'ai été contente d'entendre qu'il y a davantage de financement pour les fonds d'infrastructure, pour développer le logement et le système universel, la crise réelle dans l'économie de soins que nous voyons autour de salaires, de mauvaises conditions de travail, épuisement professionnel, recrutement, tout cela n'a pas été mentionné dans ce document de budget du tout.
Alors, comment s'attendent-ils de nous de développer tellement d'espaces de garderie? Je pense qu'en Ontario, 85 000, mais à travers le pays, c'est beaucoup plus que cela. Quand on n'a pas de stratégie de main-d'œuvre pour aborder les éducateurs de soins de garderie, et on peut élargir cela à toutes les composantes de l'économie de soins. J'ai lu hier quelque part que de toutes les mentions de santé, on n'a pas parlé des travailleurs même. Donc, je pense qu'il faut interroger les politiques financières qui vont continuer à exister après entendre beaucoup de rhétorique. Où se trouve l'action, en fait? Une chose que j'ai trouvée intéressante est qu'on a une mesure pour soutenir les titres de compétences dans le secteur des soins de santé pour aider les immigrants à sécuriser des emplois bien rémunérés. C'est utile, mais c'est quelque chose que l'on demande, ça fait très, très longtemps. Donc, revenant à ce qui a été mentionné auparavant, Diana, je pense que tu en as parlé. Comme Shaline l'a mentionné au début, on parle beaucoup et on n'agit pas beaucoup par rapport à la lutte contre le racisme et la réforme au système d'immigration de façon ample. L'argent pour les travailleurs temporaires était en train de cibler les employeurs de l'industrie, mais non pas pour améliorer les conditions de travail ou les choses fondamentales. Le réseau de justice de migrants en 2020 a dit qu'on a 20 000 travailleurs de ce genre, la plupart dans les foyers des employeurs, et la plupart d'entre eux ont des temps très difficiles à avoir accès à la PCU, les soutiens de revenus qui ont été établis au début de la pandémie. Et on a une différence dans la main-d'œuvre et cela n'a pas été abordé dans le budget. Donc, je pense que je vais terminer là, disant que ce fut une occasion ratée et que je pense qu'il faut aller plus à profondeur et aller de l'avant davantage. On a besoin d'efforts et de ressources de la part de tous les fronts pour faire croître un système national de soins de garde. Maintenant, nous allons écouter Lise Martin de Women's Shelters Canada. Bonjour à tout le monde et merci à mes collègues qui ont partagé leurs idées par rapport au budget et à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin pour écouter ce que nous avons à vous dire. Je vais parler spécifiquement du plan d'action national sur la violence de genre dans le budget. Ils ont alloué 539 millions sur 5 ans. Donc, on a été content de le voir reflété, de voir le plan d'action national reflété dans le budget, mais je veux remarquer qu'une grande partie des dollars sont dans pour les années 3, 4 et 5. Et aussi, je voudrais mentionner que, par exemple, l'année prochaine, 23-24, on a 78 millions alloués au plan d'action national. Et étant donné que cela est distribué par personne, cela veut dire en fait à peu près 5 millions de dollars pour les 6 provinces plus petites et moins d'1 million de dollars pour les petits territoires, ce qui est littéralement une goutte d'eau. Donc, de distribuer seulement par personne, qui est la formule qu'on est en train d'utiliser pour tellement de choses au Canada, rend que cela soit impossible d'assurer que le plan d'action national concernant la violence de genre soit intersectionnel et aussi que cela prenne en considération où la violence est plus prédominante, la division entre l'urbain et le rural, toutes ces choses-là, cela le rend très difficile. Et nos inquiétudes vont au-delà des dollars alloués par rapport au plan d'action national. Quand on venait de commencer à défendre un plan d'action national il y a plus de 10 ans, vous savez que l'un de nos moteurs principaux était que les niveaux de services et de protection fournis aux femmes ne devraient pas dépendre de leur code postal. Et donc, dû à la façon par laquelle le plan d'action national est en train d'être établi, cela nous mène à croire
que ce n'est pas la façon dans laquelle les choses fonctionnent. En 2014, quand on a développé au début l'empreinte pour le plan d'action national du Canada, on a demandé d'avoir consistance à travers et au sein des juridictions et des politiques et des lois qui abordent la violence de genre. On a demandé d'avoir des approches consistantes aux approches à la violence de genre. Et notre façon actuelle de comprendre les choses est que l'on a des accords individuels qui sont en train d'être faits entre le gouvernement fédéral et des provinces et territoires individuels. Et là, la question se pose, selon moi, comment est-ce que cela est un plan d'action national? Comment est-ce que cela aura de la consistance? Comment est-ce que cela assurera les niveaux de services et de production et qui ne dépendent pas de votre code postal? Et en plus, par rapport au développement du plan d'action national, comment est-ce que les organismes de la société civile vont être impliqués dans le processus et quels cas d'imputabilité sont en train d'être mis en place? Donc, comme Catherine l'a dit, nous allons pousser plus fort et on a beaucoup à faire de ce côté-là. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci beaucoup, Lise. Il faut pousser une approche holistique là-dedans. Maintenant, nous allons entendre Kathleen Schwan, qui est avec le Women's National Housing and Homelessness Network. Bon matin à tout le monde. Merci beaucoup, Diana, et certainement merci à la Fondation canadienne des femmes et à Oxfam pour organiser cet événement excellent. Je vais être brève. Je vais me concentrer au logement dans le budget. Donc, l'engagement des 10 milliards de dollars pour le logement indique que l'on comprend la gravité de la crise dans laquelle nous nous trouvons, mais ce que le budget ne reflète pas est la nature genrée de la crise. Nous savons que les femmes à revenus faibles subissent le besoin le plus grand au Canada. 28% des foyers monoparentaux ont besoin de logement et cela est le double des taux que les hommes. Encore plus fort pour les femmes racialisées, à genre divers et femmes handicapées. Donc, la question se pose, est-ce que le budget va améliorer de façon significative le logement pour ces femmes de genre divers et racialisées? Et on a des inquiétudes que cela ne va pas le faire. Ce qu'on a vu dans le budget a été une concentration à augmenter le logement en général largement dans le marché privé avec l'idée que cela augmentera le logement abordable pour tout le monde. Mais ce que nous savons est que l'approvisionnement seul ne donne pas de logement et que l'approvisionnement ne va pas terminer la crise de logement à moins que cela soit connecté avec les demandes d'un logement profondément abordable et cela est très genré et genré de façon intersectionnelle et je suis assez inquiète que l'on parle d'une économie du haut vers le bas dans le logement, un modèle économique qui a vraiment échoué pour les femmes au monde entier. Donc, par exemple, si nous augmentons l'approvisionnement de logements de classe moyenne et le marché de logements financé comme le fonds, avec le fonds accélérateur, ce n'est pas très probable que les femmes de plus grands besoins puissent avoir accès à ce logement et que cela ait une pression vers le bas sur les loyers, à moins qu'on implique les acteurs financiers. Donc, quoi qu'on a aussi, c'est-à-dire c'est certain qu'on voit un certain engagement au logement abordable dans le budget, mais ce qui est vraiment important pour les femmes et les personnes à genre divers est de bien définir abordable. Le logement abordable doit être fondé sur le revenu et non pas sur le marché. Si vous êtes une mère monoparentale avec l'assistance sociale, votre capacité de payer le loyer n'est pas liée au loyer de vos voisins, mais plutôt à votre revenu. Donc, il faut attaquer les critères d'abordabilité aux revenus. Autrement, les programmes de logement vont échouer. Les femmes racialisées et autres, et ce qui pourrait faire la différence pour les femmes et les personnes de genre divers est d'avoir un logement à bas loyer et malheureusement un seul programme de logement à
annoncé qu'on va aborder cela et dans les mois à venir, il est certain que notre réseau va chercher des engagements spécifiques pour les femmes et les personnes à genre divers à mesure qu'on opérationnalise ces programmes. Et je voudrais souligner et rappeler au gouvernement qu'il existe une obligation constitutionnelle pour que le budget fournisse un avantage égal pour les femmes, et cela inclut le logement. Merci beaucoup. Super, merci Caitlin. Je veux que vous soyez conscients qu'on a 4 autres oratrices pour l'événement de ce matin. Donc maintenant, nous allons entendre Sahar Raza du National Right to Housing Network. Merci Diana et merci à tout le monde pour cette analyse de genre si importante d'aujourd'hui. Je veux répéter ce que Caitlin a dit sur le logement et répéter que nous sommes certainement contents de voir que le gouvernement fédéral va investir dans le logement, s'étant retiré de cette responsabilité pendant des années. Depuis les années 80 et 90 à dépenses de femmes et d'autres personnes marginalisées qui font face à des besoins disproportionnés de logement. En particulier, je suis contente de voir de l'investissement à des coops et à l'initiative de logement rapide. Les deux sont des sources rapides pour du logement pour les femmes et les personnes racialisées, mais cela aurait pu être beaucoup plus grand pour le logement non marché, pour le logement abordable, pour la réglementation des différents acteurs. Et Caitlin l'a dit, les femmes, les personnes racialisées, les foyers à revenus faibles, les communautés éloignées et d'autres ne sont pas ciblés de façon significative par les investissements de logement. Et cela est vraiment une violation du droit au logement qui est légiféré au Canada, qui exige que le gouvernement cible et priorise les plus vulnérables dans n'importe quelle décision budgétaire ou de politique par rapport au logement. Et on ne mentionne pas une seule fois le logement comme un droit de la personne de base qui nous signale que le gouvernement ne prend pas au sérieux ses obligations de droit de la personne, ce qui m'inquiète parce qu'il n'y a rien de compliqué par rapport au droit de logement. À sa partie centrale, il s'agit d'avoir un logement abordable et sécuritaire pour que personne ne termine en sans-abrisme. Il s'agit de la dignité humaine, de mettre les gens devant le profit dans le secteur du logement. Ça ne devrait pas être une demande exagérée dans l'un des pays les plus riches qui réagit rapidement à d'autres enjeux comme la COVID-19 et même les investissements dans la défense. Donc, par exemple, on a vu des sous-investissements troublants dans le logement autochtone, dans les communautés éloignées, par exemple, et septentrionales. Et on sait que cela affecte le mal fait aux femmes autochtones. Donc, on échoue du côté du logement, mais aussi du côté des droits des personnes autochtones, des femmes. Et par rapport à la réconciliation dans ce budget, nous avons aussi vu les critères d'abordabilité dans le programme de logement de hier qui reste quelque chose que l'on ne peut pas atteindre et on continue à avoir un retard par rapport aux investisseurs privés dans le marché du logement et on sait que l'interdiction d'investisseurs étrangers n'aura pas un grand effet, donc ils vont pouvoir continuer à accumuler à dépenses des femmes, des gens racialisés, d'autres personnes racialisées et marginalisées qui ont besoin de logement. Et pour terminer avec ce point, aborder cet écart ne coûterait rien outre la volonté politique, donc cela est vraiment frustrant. Je pourrais parler davantage, mais je veux qu'on reste avec le point par où ces brèches fondées sur les droits doivent être abordées dans les mois à venir si l'on veut aborder la crise de logement et rendre honneur à l'engagement au logement comme un droit de la personne fondamentale. Merci, Sahar. Oui, l'absence d'une approche fondée sur les droits dans le budget a été visible pour beaucoup d'entre nous et je pense que pour Frédéric Chabot,
qui est d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels aussi. Merci beaucoup aux organisatrices. C'est très, très intéressant. Dans les années récentes, le Canada a fait des engagements historiques par rapport aux droits sexuels et génésiques, y compris 45 millions de dollars dans le budget de 2021 et en 2019, des engagements pour diriger 700 millions dans le domaine. La dépense est importante parce que l'investissement là-dedans est du travail à long terme et doit être priorisé tous les ans. C'est le contexte dans lequel on a analysé le budget de 2022 parce que nous savons que les budgets se fondent sur les antérieurs, mais l'on doit dire, et d'autres panélistes l'ont déjà mentionné, que c'est inquiétant qu'il y a une absence presque totale de tout ce qui a à voir avec les droits sexuels et génésiques. En 2021, on a mentionné le mot sexuel 105 fois et dans le budget de 2022, 21 fois. Il faut soutenir la réalisation de la santé et des droits sexuels et génésiques de tout le monde. On a eu de bons développements dans le budget de 2022 et on le célébrera dans notre analyse plus longue qu'on publiera plus tard aujourd'hui. Je voudrais me concentrer à un point important maintenant. Le budget mentionne spécifiquement Putin et l'invasion de l'Ukraine comme une menace à la sécurité qui a demandé l'investissement supplémentaire aux forces armées. Donc, on devient un pouvoir, une puissance plus forte. Mais cela n'a pas changé l'objectif du budget, qui est la démocratie. C'est très important de comprendre que la lutte contre les droits sexuels et génésiques ne peut pas être séparée des efforts démocratiques. En Pologne, par exemple, on veut criminaliser toutes les formes d'avortement et avoir des zones libres de LGBTQ. Et Viktor Orbán, en Hongrie, menace, par exemple, les droits d'avortement et veut que les valeurs de la famille gagnent. On a des espaces mondiaux qui ne veulent pas l'égalité de genre. Les États-Unis vont avoir l'inversion de Roe contre Wade. Et les scientifiques politiques ont remarqué, ça fait longtemps, que les droits civils des femmes et la démocratie vont main en main parce que la participation des femmes va mener à une démocratie plus égalitaire. Et on a d'un autre côté les règles autocratiques des leaders nationalistes. Les droits des femmes et LGBTQ doivent être l'ordre naturel. On ne croit pas que renforcer la démocratie veut dire d'augmenter les dépenses militaires. Renforcer la démocratie veut dire qu'il faut s'engager à une société civile robuste pour les mouvements féminins et l'on veut renforcer la santé et les droits sexuels et génésiques et cela doit être reflété dans tous les budgets, surtout un budget qui veut le renforcement de la démocratie et nous ne l'avons pas vu. Merci Diana. Merci, fantastique. Merci Fred. Maintenant, nous allons entendre Anjoum Sultana de Plan International Canada. Merci beaucoup pour ce bel événement. Je suis directrice de leadership des jeunes et défense des politiques à Plan International Canada, une partie d'un organisme mondial qui veut un monde juste en faisant avancer les droits des enfants et des femmes dans le monde. Par rapport au budget de 2022, on a été encouragé à avoir des engagements pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 au niveau mondial. On sait que pour terminer la pandémie ici, on doit la terminer partout. Et la pandémie de la COVID-19 a prouvé que la sécurité des gens au Canada est liée de façon étroite aux gens du monde, y compris les plus vulnérables et marginalisés. On a apprécié aussi l'engagement pour assurer davantage de flexibilité pour que les organismes caritatifs fassent leur travail en modifiant la loi de l'impôt sur le revenu. Et tout cela permettrait que les organismes, spécifiquement les organismes caritatifs, de fournir des ressources à des organismes qui ne sont pas
qualifiés et cela permettrait des partenariats réels avec des organismes de femmes et de jeunes ici au Canada et dans le monde entier et nous permettrait d'aller de l'avant. Finalement, on a été encouragé de voir qu'un temps de crise intersectionnelle multiples comme la COVID-19, les conflits mondiaux et autres, on a eu une augmentation à l'assistance, l'aide publique officielle, l'aide publique au développement. Donc, le Canada, en plus, doit prouver un leadership féministe mondial dans le monde entier. La COVID-19 est en train de dévoiler ce qui se passe par rapport à l'égalité des femmes et des filles. Et la pandémie a augmenté des vulnérabilités existantes et pousse des millions de femmes et de filles vers la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle la politique d'aide internationale féministe du Canada doit être appliquée et financée. Tout cela peut changer des vies en aidant avec les droits des femmes et des filles et la protection de la violence. Nos générations plus jeunes souffrent l'effet de la pandémie et sont au front de conflits concernant les urgences mondiales. Les statistiques sont terribles. 1 sur 6 enfants aujourd'hui vivent dans une ère affectée par des crises. 1 sur 11 filles ne retourneront pas à l'école à cause de la pandémie. 1 milliard d'enfants, presque la moitié des 2,2 milliards d'enfants vivent dans des pays à risque extrêmement élevé par rapport aux impacts climatiques. Et comme on peut le voir, les ramifications de tout cela ne vont pas être senties de façon égale dans le monde entier. C'est le moment d'élever nos ambitions et d'investir à notre santé et notre bien-être, surtout pour nos générations plus jeunes. Notre avenir collectif dépend de cela. Merci. Merci beaucoup, Anjum, pour avoir parlé de l'aspect mondial du budget. Et finalement, mais ce n'est pas le moindre, on va entendre Bonnie Brayton de Don Canada. Bonnie, on attend à ce que tu as à nous dire. Attendez. Je voulais allumer mon image et j'étais occupée avec ce que j'allais dire. Voilà, ça marche maintenant. Et merci beaucoup. Je veux remercier toutes les oratrices avant moi et merci pour l'occasion d'être la dernière. Là, c'est vraiment difficile comme tâche, mais tout le monde a tellement bien parlé que je suis très reconnaissante. Bien évidemment, on est très déçus qu'il n'y ait rien sur l'avantage national pour les personnes handicapées. Peut-être cela veut dire qu'on ne vient que de commencer et qu'avec cette coalition avec le NPD, on voit des promesses pour toutes les personnes qui habitent au Canada. Et je voudrais en fait remarquer quelque chose parce qu'on n'est pas en train de faire un engagement fort dans le budget parce qu'on parle de Canadiens et non pas on ne parle pas de personnes qui vivent au Canada. Toutes les autres oratrices ont parlé du fait que ce n'est pas un budget intersectionnel, ce n'est même pas un budget GSA+, ACS+, plutôt. Depuis le 2019, on sait que les femmes en 30% sont handicapées. Je suis contente de voir des augmentations aux données des agrégés, mais je ne sais pas où cela sera reflété. C'est un de ces budgets où l'on voit un peu de ceci et de cela, mais on ne se concentre pas à quelque chose qui puisse avoir un effet. La stratégie d'emploi pour les personnes handicapées a été mentionnée. Où est l'argent pour le développement social? Parce qu'il faut développer la capacité de la société civile. Est-ce que le gouvernement a oublié que nous tous et toutes, les femmes, personnes handicapées, soignants qui nous ont fait passer par la pandémie, est-ce que vous continuez comme si rien ne s'était passé? C'est une grande question pour moi. Je pense que tout le monde le sait. Les femmes handicapées ont été oubliées encore une fois. On ne peut pas le faire. C'est les femmes les plus sous-desservies du pays. Les soins dentaires, encore une fois, c'est une belle initiative, mais j'ai des questions.
C'est merveilleux, mais vous savez quoi? Combien de cliniques dentaires accessibles existent au Canada et combien de personnes handicapées travaillent dans le secteur dentaire? Les personnes handicapées devraient être très reconnaissantes. Les droits pour les personnes handicapées, c'est comme si on devait être reconnaissant pour être mentionné dans le budget. On a les droits de la personne, mais les personnes handicapées sont dans un coin. On peut faire des choses pour vous, mais il ne s'agit pas de comprendre qu'on est des détenteurs de droits et que dans le budget intersectionnel, on doit prendre en compte les personnes handicapées. Les communautés inclusives, l'idée qu'on aura davantage de financement, 141,1 millions pour les soins de santé. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va envoyer les enfants et les parents à des centres accessibles? Est-ce qu'on va enseigner les gens par rapport au capacitisme? C'est une façon difficile de gérer les choses. Le fonds d'équité menstruelle, je veux l'ajouter. Le féminisme intersectionnel demande de faire les choses de meilleure façon. Oui, c'est important d'avoir un fonds d'équité, mais on a besoin d'autres articles de soins personnels. Don Canada le mentionne toujours. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps. Donc, je vais terminer maintenant en disant qu'on est très inquiet par rapport au libellé et l'approche du plan d'action national dans ce budget. Et je veux gronder le gouvernement du Canada. Le logement n'est qu'un exemple des choses problématiques. Le logement accessible et abordable n'est pas disponible. Il y a plus d'un an, on a eu un événement de financement par rapport au logement. J'ai parlé avec une femme qu'on connaît comme Ruth, qui avait des sensibilités environnementales et elle était une défenseuse. Mais Ruth a perdu l'espoir et au début de 2022, comme on avait peur, elle a abandonné son espoir. Donc, à l'arrière de ce budget, on a une coalition entre les libéraux et NPD. On veut que vous fassiez ce que vous promettez. Les femmes les plus sous-desservies de ce pays ne peuvent plus être mises de côté dans les budgets. Merci. Fantastique. Je n'aurais pas pu penser à une meilleure façon de terminer. Maintenant, je vais passer le micro à Anne Bechter de la Fondation canadienne des femmes qui va nous faire les commentaires de clôture. Merci, Diana. Je veux seulement remercier tout le monde pour leur présentation. Ce fut formidable d'entendre les voix de tout le monde dans un même site et le message ou la série de messages est certainement quelque chose de très puissant. Merci Diana d'avoir développé cette idée fabuleuse et merci à tous ceux qui travaillent en coulisses. On a enregistré l'événement et on va l'afficher sur YouTube. On va distribuer un lien pour tous ceux qui sont enregistrés avec la liste de présentatrices au cas où l'on est des médias ou quelqu'un qui veuille faire un suivi. Et merci beaucoup pour nous avoir rejoints ce matin.